ton drapeau viendra être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, père chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Merci. Notre exposé, donc, qui va être fait à plusieurs voix, au nom de toute l'équipe, qui ne pouvait pas être là ensemble tout aujourd'hui, est composé de 4 petits chapitres qui s'appellent Stupéfaction, Ultra-violence, Prendre la force, Restitution. Donc, en commençant le travail, on pensait trouver environ 10 000 pièces en Allemagne. On s'est dit que l'Allemagne a colonisé le Cameroun pendant 34 ans. Les Français étaient réunis, qui étaient là pendant beaucoup plus longtemps. Donc on imagine qu'on va tourner autour de 10 000 pièces. Et toute l'enquête est partie sur ce point d'interrogation. Combien allons-nous en trouver? Nous avons travaillé en étroite coopération avec des musées qui, au début, ne voulaient pas nous donner leurs informations, leurs inventaires, comme vous voyez ici, ou même leur base de données informatiques. Et puis au bout d'un an de négociations acharnées, on a réussi à avoir des informations et à tomber sur ce chiffre impressionnant de 40 000. 40 000, c'est énorme. Je vais citer le cas du docteur Max Buchner, qui en décembre 1884 avait volé au cours d'une opération de guerre l'insigne de pouvoir, le tanguay du roi Lord Priso de Icoritan, que l'on connaît aujourd'hui comme Bonaville. Les missionnaires ont participé à la croisade, n'est-ce pas, contre la religion traditionnelle. Leurs actions étaient portées vers l'enlèvement et la destruction des biens culturels, qualifiés de manière péremptoire de fétiches, d'objets sataniques et démoniaques, propres à réaliser des tours de passe-passe. Une déclaration d'un missionnaire qui a servi à l'époque au Cameroun en 1914, à savoir Johannes Hickman. Et que dit-il de ces associations religieuses? Les associations religieuses sont un foyer de tout le paganisme, en particulier de la croyance au pouvoir, du totémisme et par conséquent aussi de la croyance aux pratiques de sorcellerie. Les missionnaires avaient le temps de prélever ce qui leur convenait pour justement expédier en Allemagne pour servir de preuve de la foi triomphante, n'est-ce pas, ou bien de leur victoire sur le supposé règne des ténèbres. Et par ailleurs, même les convertis se sont mis en iconoclastes et ont fait la preuve de leur apostasie en enlevant eux-mêmes les biens culturels, soit de leurs voisins ou de leur communauté, pour les livrer aux missionnaires ou bien pour les détruire. Mais ce qui est resté aussi frappant, c'est l'instrumentalisation, n'est-ce pas, des hommes d'église par les hommes de musée pour enlever même les parties des ancêtres. Je veux dire les crânes humains, les clavicules, les fémurs, ainsi de suite. Et nous avons ici un exemple de lettre qui témoigne de cela, qui a été écrite dans les années 1903 par le directeur de la section Océanique et Afrique au musée ethnologique de Berlin. Et cette lettre s'adresse à un enseignant missionnaire originaire du Cameroun, cette fois-là de la zone de Bibia. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit ceci: mais je peux très bien m'imaginer que vous seriez justement en mesure de faire comprendre à vos compatriotes que dans le climat humide du Cameroun, leurs eaux se détériorent très rapidement sous terre sans laisser de traces. Alors que chez nous, ils sont bien nettoyés, lavés et soigneusement conservés dans des armoires en verre ou en fer,
et qu'il reste inchangé pendant des siècles et des millénaires. Je pense qu'une telle idée ne devrait pas rester sans impression sur vos compatriotes du reste moins instruits. De même, les objets aujourd'hui absents au Cameroun et présents dans les musées servent de truchement entre les populations et le passé ancestral. Ils sont, pour certains, des objets des ancêtres et font désormais figure représentative d'un passé jadis de fétichisme et de magie. Considérés comme des fétiches, les objets rituels qui sont dans les collections coloniales sont le miroir d'un passé défini par la magie et la sorcellerie aux yeux de ceux qui sont désormais des chrétiens, comme le fait comprendre un chef traditionnel que j'ai rencontré à l'Olodor chez nous, précisément, à qui, lorsque j'ai demandé s'il utilise encore la figure de Reliquette d'Iri, il m'a répondu, je cite, « Comment puis-je te l'expliquer clairement? Je t'ai dit que je suis maintenant chrétien. Je ne peux plus l'expliquer clairement. Nos parents s'en servaient pour les fétiches et les services traditionnels au village. Aujourd'hui, je suis chrétien et j'ai oublié toutes ces choses depuis longtemps. » Monsieur le Doyen, s'il vous plaît, transmettez au lecteur mes remerciements de pouvoir aussi parler à l'Université de Douala. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que ces étudiants ne me connaissent pas, je suis le prince Koumane Belfoua, le prince Belbel, c'est-à-dire le père de mon père s'appelait notre prince Koumane. C'est Koumane. C'est Koumane qui a mis mon père au monde. Et il avait donné le nom de mon père à 3 de ses enfants. Et mon père, c'est lui qui est mon père 3. C'est pour ça que vous voyez toujours le nom, le chiffre 3 sur mon nom. Ce livre-ci, c'est ce que le président Macron avait commissionné, où Bénédicte Savoie termine ça. C'est ce rapport qui a déclenché ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Parce que quand il est venu ici en Afrique, le président Macron, pour le temps que, bon, cette question-là, il va avoir ça, il a appelé des experts. Parce que c'est comme ça qu'on fait la politique. Parce que lui-même, le peuple, il n'est pas son domaine. Et ces experts sont venus. Bénédicte Savoie, je me rappelle encore, c'était en quelle année vous êtes venu ici? C'était en juillet 2018, mon premier contact avec le Cameroun sous vos aides protectrices. Alors, ils sont venus à Afrique à venir, là vous n'êtes pas encore à venir. Ils sont venus à Afrique à venir, et nous avons travaillé pendant 3 jours. Nous sommes allés à Cham, nous sommes allés à Bafoussam, nous sommes allés à Fumban, et tous ces voix-là nous ont reçus dans le musée. Et je me rappelle sa réflexion quand on est venu chez le roi de Bafoussam, quand on nous a amenés là où il y a des objets d'art de plus de 5 ou 6 siècles. Et c'était écrit, mais comment? Donc vous savez garder, puisque à l'Europe, on disait qu'on ne peut pas rendre parce que nous, la seule moment, ça va s'arriver. C'est ce rapport qui a déclenché tout ce grand mouvement. S'il vous plaît, faites circuler tous les gens qui. Mais s'il vous plaît, les livres là, vous les ramenez. On se comprend. Et
Parce que dans ce livre-là, vous allez voir où est-ce qu'on a appris quoi. Et ça, c'est un gros travail de recherche. Et ce que je demanderais, monsieur le doyen, moi j'ai besoin de vous. Monsieur le doyen, j'ai besoin de vous. Je ne sais pas si la directrice de la bibliothèque est dans la salle. Il faut acheter ces livres-là et les mettre à la bibliothèque universitaire. Je sais que le recteur de l'université a un grand projet pour une grande bibliothèque, pour construire une grande bibliothèque. Mais en attendant, il faut que, je pense, parce que le débat est chaud aujourd'hui, et on a besoin des livres de l'équipe de Bénédicte Savoie. Ça, ce n'est que quelques-uns que je vous ai montré. Quand je me suis posé la question, qu'est-ce que je n'ai pas encore dit que je dois aller dire à l'université? Mais comme je n'ai jamais écrit ici, je vous montre. Il y a des journalistes dans la salle, j'espère. Ce livre-ci, Cameroun, unsere alte deutsche Kolonie. C'est-à-dire le Cameroun, notre ancienne colonie allemande. Monsieur le doyen, s'il vous plaît, dites à cette jeunesse à quelle date j'ai écrit ce livre. 1970. C'est une pièce de théâtre en langue allemande qui met en scène ce qui s'est passé ici quand les Allemands ont pris le Cameroun. Toutes les guerres, tous les vols, etc. Mais ça, cette pièce de théâtre, je l'ai écrite sur la base de ce travail. Et ce travail, s'il vous plaît, vous m'écoutez. Ce travail, c'était mon mémoire de master ou de maîtrise, comme on disait à l'époque, en juillet 1970, à l'université de Lyon. Mais c'était en langue allemande, puisque je l'ai présenté au département d'études germaniques de l'université de Lyon. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? C'est que la lutte est longue. Ce n'est pas une question de maintenant. Quand j'ai fait ce travail, ensuite, j'ai rédigé cette thèse de doctorat. Vous voyez le titre, Hitler voulait l'Afrique. C'est ma thèse de doctorat à l'université de Lyon en 1975. J'ai bien dit 1900. Je voulais savoir après ce que les Allemands ont fait ici. Le deuxième Reich. Quand Hitler a pris le pouvoir et qu'il a commencé à faire sa politique contre les Juifs, qu'est-ce qu'il allait faire de nous? Cette violence-là, qui a été décrite tout à l'heure, avec lui, ça allait continuer. Hitler a perdu la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, j'ai publié, ça c'était ma thèse d'habilitation. Habilitation, c'est quand vous avez fini le doctorat, etc. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Qu'est-ce que les Allemands nous veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent faire comme politique chez nous? Masville Bonn in Africa, parce qu'à l'époque, ce n'était pas Berlin, mais c'est Bonn qui était la capitale. Et nous avons une école doctorale ici à Bonabéry qui s'appelle Héritage et Innovation. Et sur ces objets-là, voici la première thèse qui a été soutenue par M. Banda, Calvin Patrick. Et ça, puisque nous avons aussi une convention avec l'Europe, c'est une thèse qui a été donc travaillée
Fondation Afrique Avenir et Yaoundé. Ce livre restitué à l'Afrique ces objets de pouvoir, de culte égal. C'est ma dernière publication sur cette question. Et je travaille, comme le doyen l'a dit, depuis plus de 30 ans sur cette question. Et je puis vous assurer que quand vous travaillez sur ces questions-là, attendez-vous à des coups très durs. Parce que vous remettez en question pratiquement tout le paradigme qui existe et qui veut que les Africains, même quand ils vont à l'école, demeurent des diplômés illettrés. Vous savez combien de livres j'ai déjà publiés, comme vous voyez là? Plus de 80. Mais je suis Camerounais, je suis Douala, mais vous n'avez même pas encore touché un seul. Et vous dites que vous êtes diplômé de quoi? C'est très grave, ce n'est pas possible. En France, que vous ayez un écrivain, je veux dire que vous vivez à Paris, Jean-Paul Sartre vit à Paris, et vous faites vos études, toutes disciplines confondues, jusqu'au doctorat, mais vous n'avez même pas encore touché un seul livre de Jean-Paul Sartre. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est imaginable? Les missionnaires se sont livrés à un pillage systématique des objets d'art qui étaient liés à la connaissance exotérique des peuples du Sud-Cameroun. Cette connaissance qui faisait en sorte qu'ils maîtrisent la téléportation, la transmutation et bien d'autres encore qui leur permettaient de soigner un certain nombre de maladies comme par exemple la morsure du serpent. Alors, quelle était la tactique des missionnaires? Que ce soit le docteur Kou, mais lui n'a rien apporté parce qu'il est mort 2 ans après son arrivée au Cameroun. Il est enterré à Ifoulane, à 2 km d'Akongou. Mais les autres qui sont venus, le docteur Johnson, lui, il avait la mission d'imposer une fausse religion. Je dis bien, et je ne mâche pas mes mots, une fausse religion que vous connaissez tous, le christianisme. On dit que Jésus est le sauveur, il n'a jamais existé. Pour nous les historiens, et c'est vrai. C'est une fausse religion, et pour imposer cette fausse religion, ils invitaient donc les notables, les patriarches à la mission. Il leur parlait de paganisme, comment nos croyants étaient les instruments de Satan, comment, et puis il leur demandait de se convertir pour être sauvés. Et pendant des séances, il leur demandait qu'est-ce que vous avez? C'était des totems, c'était des masques, c'était des amulets. Et je peux vous dire qu'il y a de cela 2 ans, un masque boule du Sud-Cameroun a été vendu aux enchères aux États-Unis à 2 milliards de francs CFA. Un masque de la fin du 19e siècle. Il sillonnait les contrées pour demander aux gens de devenir des chrétiens. La seule religion qui permettait d'aller au paradis. Ce qui est une escroquerie intellectuelle. Et nos grands-pères, croyant les missionnaires de bonne foi, allaient à la mission et ils récupéraient leurs masques, héritaient de leurs ancêtres et qui donnaient la puissance à la famille, les amulets, les totems, les talismans. Et pendant des séances, ils expliquaient aux missionnaires américains comment on utilisait ces éléments. Et à la fin, les missionnaires
récupérer le masque, récupérer l'autotème, récupérer l'amulette, en disant qui va les détruire, ce sont les instruments de Satan. Et après, comme ils avaient déjà traduit la Bible en boule, ils prenaient la Bible, ils donnaient à nos grands-pères et ils les bénissaient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ils étaient sauvés. Et au lieu de détruire les instruments de Satan, il les rangeait dans les mains et les envoyait aux États-Unis. Le drame aujourd'hui, c'est que pour voir les masques fins de la fin, les masques fins qui faisaient l'objet d'un héritage millénaire, Sud Cameroun, nord du Gabon, parce que c'est le même univers culturel, malheureusement, il faut aller aux États-Unis. Il faut aller au siège de la Presbyterian Church of America qui se trouve à New York. Ils ont divisé. C'est là que se trouve une bonne partie du patrimoine culturel arraché au nord du Sud Cameroun et au nord du Cameroun. Donc pourquoi les militaires freinent? Tout simplement. Pourquoi les missionnaires? Tout simplement parce qu'ils savaient qu'en récupérant ce patrimoine culturel, ils coupaient les Africains, les gens du Sud Cameroun, de leur cordon ombilical, de leur socle culturel, et le résultat est là aujourd'hui. On a affaire à une bande d'aliénés culturels.